Alors, on dit que vous avez dit que vous allez organiser, si vous êtes à la présidence, la Coupe du Monde au Cameroun en 2038. Absolument. Alors, quand on fait un calcul rapide, vous ne serez plus très jeune. En 2038. Vous êtes très gentil, c'est très subtil de votre part. D'ailleurs, si vous repoussez jusqu'à 2038, et c'est pour ça que je vous dis vous êtes quelqu'un d'extrêmement gentil, parce que d'autres estiment que je suis déjà plus très jeune, ce qui n'est pas faux. Mais je suis encore dans une tranche d'âge où on a suffisamment de vigueur et on a encore beaucoup à apporter à son pays. Pourquoi 2038? Oui, je voudrais que le Cameroun co-organise la Coupe du Monde de 2038 oui, avec la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Ghana, qui sont avec le Cameroun, 4 grandes nations du football, d'abord africain et mondial. Oui. Ce n'est pas pour rien que nous avons 5 étoiles pour ce qui est de la CAN. Ce n'est pas pour rien que dans le monde entier, on respecte le Cameroun parce que c'est nous qui avons permis à l'Afrique d'avoir des places supplémentaires à la Coupe du Monde. Tout à fait. Et donc cela mérite aujourd'hui que nous puissions prétendre à l'organisation de la Coupe du Monde. Mais pourquoi je choisis celle de 2038? D'abord parce que celles avant sont déjà prises. Deuxièmement, parce que ça nous laisse le temps de nous mettre à niveau. Alors, pour répondre de façon très précise à votre question, pourquoi est-ce qu'au Cameroun en particulier, mais peut-être en Afrique de façon générale, on pense que quand un chef d'État commence un projet, il doit le terminer. Je ne dimensionne pas le Cameroun et l'avenir du Cameroun à ma propre temporalité, c'est-à-dire à ma durée d'existence sur la Terre. Je mets en perspective des idées et d'autres vont continuer. Tenez par exemple, oui. Les Jeux Olympiques organisés par la France en 2024 ont été gagnés de haute lutte par le président français Jacques Chirac devant Tony Blair. D'ailleurs, c'était vraiment une bataille entre la France et la Grande-Bretagne. Mais est-ce que c'est lui qui a organisé les Jeux Olympiques? Non, c'est M. Macron. Ok, donc ça veut dire que... Je cite encore deux autres. Afrique du Sud, c'est Mandela qui obtient l'organisation de la Coupe du Monde de 2010, mais ce n'est pas lui, c'est Zuma qui fait la Coupe. Et on peut prendre la Coupe du Monde de 2014 au Brésil avec le président Lula, mais c'est Dilma Rousseff qui va faire cela. Donc moi, je voudrais que la Coupe du Monde soit premièrement une occasion extraordinaire de rassemblement national, de mobilisation, mais en réalité de mise à niveau du pays, parce que ça va nous obliger à nous donner les moyens d'être à la hauteur de l'événement. Cela veut dire beaucoup d'investissements dans les infrastructures de transport. Nous n'allons pas demander aux gens de venir et de voir l'état de notre voirie actuelle ou de marcher dans nos grandes villes à pied. Donc il va falloir investir par exemple dans les moyens de transport, dans l'hôtellerie, dans les activités commerciales et dans beaucoup d'autres. Pour moi, c'est au-delà du projet sportif, c'est un projet économique. C'est une mise en perspective du pays pour l'avenir. Le président, il a dit émergence 2035. Ça veut dire que si vous organisez la Coupe du Monde 2038, vous continuez son travail. Mais bien sûr, quand on met un pays en perspective, je n'ai jamais prétendu que les idées qui étaient développées par le gouvernement ou le régime actuel étaient toutes mauvaises. Loin s'en faut. C'est d'ailleurs le pays souffre de la non-mise en application, de la non-exécution de ces idées-là. Il y a eu de bonnes idées. Quand on vous dit septennat des grandes ambitions, il y avait les barrages et un certain nombre de choses. Mais vous êtes, comme moi, témoin de ce que ces barrages ont été soit exécutés, pour ceux qui ont été exécutés très tardivement, avec beaucoup de retard, ce qui fait qu'on n'a pas résorbé le déficit énergétique qu'on avait. D'autres n'ont même pas du tout été exécutés. Et quand enfin on a exécuté quelques-uns, ils ont été mal exécutés avec des défauts de construction. Donc ce n'est pas l'idée de départ qui est mauvaise, c'est la mise en œuvre et tout ce qui va avec. Par conséquent, si effectivement on devait remplacer le président actuel, il faudrait que l'on travaille activement pour que le pays soit, j'aime pas trop le mot émergence, mais puisqu'il est à la mode, employons-le, pour qu'il soit émergent en 2035 ou avant. Mais il faut que le Cameroun, qui, je le signale pour les jeunes, en 1980, nous étions un pays à revenu intermédiaire de tranche supérieure, c'est-à-dire avec la Corée du Sud. C'est-à-dire que ce sont des pays qui, en une génération, devaient être des pays développés, industrialisés. Et vous voyez bien que nous avons régressé. C'est ça c'est factuel.
Et c'est ce que nous devons combattre. C'est-à-dire que le projet national doit être un projet que l'on passe de génération à génération. Voilà. Et donc, pour cela, il faut avoir une vision partagée avec les jeunes en particulier, parce que c'est à eux, c'est pour eux qu'on balise le chemin, c'est eux qui vont prendre. Et il faut qu'ils comprennent le projet et qu'est-ce que c'est que l'intérêt national. Il y a quelque chose que nous n'avons pas encore compris suffisamment en Afrique, c'est l'intérêt national. Vous ne pouvez pas bâtir un pays ici. Ensemble, collectivement, vous n'avez pas défini ce que vous comprenez, ce que vous entendez, pardon, par intérêt national. Oui. On dit que vous avez une mémoire d'éléphant. C'est-à-dire que vous vous souvenez de tout. Ah. Alors, ce qu'on vous demande maintenant, c'est de nous dire qu'est-ce qui s'est passé pour que vous entriez au gouvernement et pour que vous en sortiez et que vos anciens collègues ne vous blairent plus maintenant. C'est-à-dire, c'est comme si vous arrivez à les champs de route. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Merci de me prêter une mémoire d'éléphant, mais je peux effectivement dire j'ai un cerveau qui tourne bien. Ok. Pour l'instant. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis entré au gouvernement à la demande du gouvernement. C'est-à-dire sur une démarche du gouvernement. Et je vais vous dire ce que j'ai déjà dit à diverses occasions et que certains ne veulent pas entendre. Je suis entré au gouvernement parce que dans votre vie, il vient toujours un moment où vous devez arbitrer entre des postures politiques, voire des convictions politiques et le pays. Vous pouvez dire par posture que vous refusez d'entrer dans ce gouvernement-là, mais qu'est-ce qui est plus grand? C'est le Cameroun ou votre posture politique? Et donc, d'autres diront que c'est la mangeoire. Bon, là, que le gombo glisse là-bas. Dans ce cas-là, c'est parfait. Ce que je veux dire, le plus simple aurait été de démontrer que, étant au gouvernement, j'ai pris un seul centime qui ne me revenait pas d'après la législation. C'est-à-dire, j'ai pris plus que mon salaire. Je peux m'enorgueillir d'être parmi quelques Camerounais, peut-être ne sont-ils pas très nombreux, d'être entré au gouvernement et d'en être sorti sans qu'on me poursuive pour détournement des deniers publics, sans qu'on me poursuive pour quoi que ce soit. Donc on est entré parce que nous avions une mission au ministère de la Justice. De la mission principale qui m'était confiée, qui était de m'occuper de la mise en application de l'arrêt dans l'affaire Bakassi. Tout à fait. Parce que pendant longtemps, notamment quand j'étais doyen, j'ai conduit des délégations techniques. Mais il s'est dit, notamment du côté de la partie adverse, le Nigeria, et à juste raison, mais pourquoi ce monsieur-là conduit et signe les documents en quelle qualité? J'étais doyen, mais je ne peux pas engager un gouvernement. Et donc, je pense que cela a joué dans mon appel au gouvernement. Donc, moi, j'y vais et j'ai continué du mieux que je pouvais à mettre mes modestes compétences au service de la nation camerounaise avec la plus grande fierté. Je crois, en tant que Camerounais, mon séjour sur Terre, c'est une des contributions dont je suis le plus fier. D'avoir préservé, contribué à la préservation de l'intégrité territoriale du Cameroun. La sortie, c'est lié. L'entrée était motivée, à mon sens, par le dossier Bakassi. Ma sortie est motivée par le dossier Bakassi. Je sors quand j'ai complété, quand j'ai fini le travail sur le dossier Bakassi. Je vous signale. Oui, déjà on a gain de cause devant la Cour internationale de justice le 10 octobre 2002. Mais moi, je ne démissionnerai qu'en 2011, novembre 2011, comme vous le savez. Et donc, quand même. Vous êtes resté longtemps avant de démissionner. Non, ben j'étais au gouvernement depuis 2022. Je suis entré au gouvernement fin 2004. 2004, ok. Donc, je ne suis pas entré au gouvernement en 2002, pardon, okay. Fin 2004. Mais c'était pas peu. Mon séjour au gouvernement n'a pas été court. Je ne suis pas. Ça a été 7 ans. Ouais. Donc, c'est pas peu. Pas peu. Voilà, donc on acquiert aussi beaucoup d'expérience grâce à cela. Donc, quand je démissionne, c'est que je rentre de New York, où j'ai eu une dernière réunion, séance de travail, entre le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, et la partie nigériane, nous, Camerounais, délégation camerounaise, dont j'avais la conduite sur le plan technique, et la délégation nigériane, tout cela avec le secrétaire général des Nations Unies. On a adopté les derniers documents, qui étaient effectivement le document qui donnait les coordonnées de toutes les bornes qu'il fallait implanter.
Donc ça, mon travail était fini parce que l'implantation des bornes, c'est un travail physique, matériel. Ouais, ouais. Il faut aller creuser et construire les bornes. Donc à partir de ce moment, j'ai pensé que mon travail sur ce dossier crucial, sur ce dossier en fait qui fait appel, n'est-ce pas, au patriotisme de chaque Camerounais était terminé. Et donc, j'ai quitté le gouvernement. Dernière chose. Si on vous dit, il y avait quoi avant? Ah. Qu'est-ce que vous répondez? Alors, il y avait quoi avant? Sur le plan politique, je vous dirais qu'il y avait un système extrêmement autoritaire, dictatorial même. Je dirais même avec des tendances totalitaires, parce que c'était un système sous-tendu par un parti unique. Donc, même le peu de liberté d'expression que nous avons aujourd'hui, ce n'était pas possible. Donc, il faut le reconnaître, il faut l'admettre. Mais quand on regarde aujourd'hui et qu'on fait la comparaison, en termes, si vous voulez, de violence politique, je ne suis pas sûr que ce régime-là, contrairement à ce qu'on a pu penser pendant très longtemps, ait été plus violent que le régime actuel. Pourquoi? Parce que si on regarde le nombre, avant, il y avait l'élimination, par exemple, physique des militants nationalistes. Ça, il n'y a pas eu de détails là-dessus. Il n'y a pas de procès. Ouais, voilà, exactement. Voilà. Mais aujourd'hui, regardez, si on remonte au coup d'État, tentative de coup d'État d'avril 1984, mais je dirais même au coup d'État, au pluriel, de 83 et 84, le nombre justement d'exécutions qui ont eu lieu. Mais si je remonte, on va dire quoi, les 9 de Bépanda, puisque c'était la formule. Voilà. Si je continue, l'assassinat des religieux, Monseigneur Plumet, plus récemment Monseigneur Bala, mais des prêtres, Monseigneur Père Bassi et le Père Angélbert Mveng, les sœurs de Djoum, et je peux continuer jusqu'à plus récemment avec Martinez Zoro. Donc on est là devant une situation qui, sur le plan politique, donne des frayeurs, parce qu'on croyait vraiment avoir fait des progrès en sortant d'un système qui était quasi totalitaire à un système qui donne l'impression d'ouverture. Mais non, sur d'autres plans, on ne va pas rester sur le plan politique. Sur le plan économique, et notamment sur le plan de l'industrialisation, je crois qu'il y avait énormément de choses avant. Permettez-moi de vous dire que on appelait à l'époque des provinces, toutes les provinces, il y en avait 7. Okay. Avant qu'on ait aux 10 régions aujourd'hui, il y en avait 7. C'était le Grand Nord qui était une région. Exactement. Ce qu'on appelle l'extrême nord. Nord Adamawa, c'était effectivement une seule province. Et toutes les provinces du Cameroun avaient une grande société de développement. C'est-à-dire Sodekao, Soderim, Sodekoto. Il y avait un projet agricole à Sanchou. Voilà. Donc il y avait des projets de développement rural dans tout le pays. Okay. Sur le plan industriel, est-ce que les jeunes savent que nous avons fabriqué les motos avant les Chinois? On fabriquait, on montait les motos ici au Cameroun. Oui, les Chinois étaient encore à vélo. Nous, la maison du site faisait les vélos, les vélos Solex qui avaient un moteur, et puis les motos bébés. Ça s'appelait bébé. C'était fait au Cameroun? C'était fait au Cameroun. Okay. Est-ce que vous savez qu'on fabriquait les carreaux ici au Cameroun avec Sericam? Est-ce que vous savez que nous étions l'un des rares pays en Afrique subsaharienne à faire de l'électronique avec Équatorial Électronique? L'usine était sur le boulevard qui passe devant l'hôtel Aqua, sur la droite comme ça. Vous comprenez? Donc, et je peux continuer. Donc il y avait vraiment, et ce n'est pas pour rien que nous étions donc justement un pays à revenu intermédiaire dans la tranche supérieure, parce qu'on avait une base industrielle solide. Sur le plan des transports, aujourd'hui les jeunes, pour ceux qui tentent l'aventure de l'immigration, c'est quand ils arrivent à l'étranger qu'ils savent comment on prend un bus pour marcher dans la ville. Non, au Cameroun, il y avait les bus comme en Europe, comme en Occident, où on compostait le billet. J'ai connu la Sotuc quand même. Voilà, la Sotuc. Ça fait que je suis plus très jeune. et moi qui habitais Essos, quand j'étais étudiant, moi je montais à l'avenue Germaine, je prenais mon bus, je compostais et ça me déposait devant l'université de Yaoundé, qui était l'université unique à cette époque. Ok. La Cameroun Airlines, fleuron de l'aviation africaine. Il fallait avoir le courage, à ce moment-là, en 1973, 71, 73, de quitter Air Afrique et de dire « je construis une compagnie aérienne nationale ». Nous l'avons fait.
C'est-à-dire notre pays l'a fait. C'était une fierté pour toute l'Afrique. Tout le monde se disait on va se casser le nez. D'abord, depuis quand est-ce que les nègres ou les noirs savaient piloter les avions et tout? Nous l'avons fait. Je me souviens, j'étais lycéen ou étudiant. Quand on pose le premier avion Cameroun Airlines sur le tarmac de l'aéroport de Douala, c'était un 707, piloté par le commandant Angounou. Ouais. Et Amadou Aïdjo était l'attendait au pied de la passerelle et l'a salué. Ouais. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.